Étudions l'ADN et la chromatine en interphase. La chromatine se présente sous deux formes, l'euchromatine ou chromatine diffuse et l'hétérochromatine ou chromatine dense. Vous reverrez tout d'abord dans le TP Unité et diversité du monde vivant à l'échelle cellulaire l'organisation du noyau interphasique typique des cellules eucaryotes, qu'elles soient de type animal ou végétal. Puis, vous réinvestirez les notions révisées en légendant ces 4 électronographies de noyaux. Pour cela, vous mettrez la vidéo quelques instants en pause, puis une fois que vous aurez fini de légender, vous reprendrez la vidéo pour avoir la correction. La première photo, comme les deux prochaines, est une électronographie, puisqu'elle permet de voir des détails cellulaires, l'ultrastructure cellulaire. C'est une photo prise au microscope électronique, comme elle permet de voir des éléments en 2 dimensions sans idée de relief. On peut rajouter que c'est un microscope électronique à transmission qui a été utilisé. On repère le contour du noyau, l'enveloppe nucléaire, qui est composée de 2 membranes, la membrane externe et la membrane interne. On aurait pu également rajouter le terme d'espace intermembranaire entre ces 2 membranes. L'ensemble de ce contour, de cette enveloppe nucléaire, bien circulaire, renferme un gel nommé nucléoplasme. Dans ce nucléoplasme se trouve l'hétérochromatine, que l'on reconnaît grâce à son aspect dense aux électrons, et l'euchromatine, qui correspond à la chromatine lâche ou diffuse. L'ensemble de tous ces composants forme le noyau, qui par définition distingue la cellule eucaryote de la cellule prokaryote qui, elle, n'en possède pas. Pour le sujet qui nous importe dans ce TP, seules les légendes précédentes sont nécessaires. Mais nous rajouterons toutefois ici d'autres structures visibles autour du noyau, car elles pourraient vous être demandées pour d'autres sujets et vous devez savoir les reconnaître. C'est le cas de la mitochondrie, organite bien délimité par son enveloppe et présentant des replis, des crêtes, organite qui génère notamment l'ATP au cours des phases terminales de la respiration cellulaire. Et l'on repère également de nombreux petits granules noirs, très sombres. Ce sont des réserves de glycogène. Dans cette cellule, ces grains de glycogène sont très nombreux. On peut émettre l'hypothèse que l'on se trouve dans une cellule hépatique ou hépatocyte. Sur cette deuxième photo, on retrouve globalement les mêmes composants nucléaires que précédemment. Une différence toutefois est que le plan de coupe passe ici par le nucléole. Structure circulaire très dense aux électrons, région qui est impliquée dans la synthèse des ARN-R, ARN ribosomaux. Autre avantage de cette coupe, c'est qu'elle est associée à une échelle graphique, en l'occurrence ici une bandelette noire qui correspond à 1 micromètre. Ceci nous permet d'évaluer le diamètre de ce noyau, diamètre d'environ 6 micromètres. Sur cette troisième électronographie encore prise au microscope électronique à transmission, on retrouve le même type de légende, mais cette fois-ci avec 2 nucléoles coupés.
et probablement la possibilité de repérer des pores nucléaires, c'est-à-dire des ouvertures dans l'enveloppe nucléaire, permettant l'entrée et la sortie de molécules du nucléoplasme. Ça peut être par exemple l'entrée d'enzymes nécessaires à la transcription de l'ADN ou à la réplication de l'ADN, ou encore la sortie par exemple d'ARN messager avant sa traduction dans le cytoplasme. Ici, le diamètre peut être évalué à 10 micromètres. Sur cette dernière photo a été utilisée la technique de cryofracture. Le détail de cette technique n'est pas au programme, mais vous pouvez être amené à légender une électronographie prise suite à cette technique. Nous allons très rapidement présenter les principes généraux pour que vous ne soyez pas trop déstabilisés dans le cas où on vous présente de tels clichés. La cryofracture consiste à congeler un échantillon à très basse température. On effectue ensuite une fracture appelée cryofracture, pour cryo signifiant froid, et la cassure se fait de manière aléatoire, par exemple entre la membrane plasmique et le hyaloplasme, ou encore à la surface des organites, ou entre deux membranes d'une même enveloppe, ou encore entre les deux feuillets d'une même membrane biologique. On effectue ensuite un cryodécapage, c'est-à-dire qu'on enlève la glace et on va réaliser une réplique métallique des éléments à analyser. Cette technique est très souvent utilisée pour étudier les membranes en microscopie électronique à balayage. On peut par exemple repérer les protéines intrinsèques, comme sur ce schéma, des membranes, par exemple de la membrane plasmique. Sur notre photo, on repère la surface de l'enveloppe nucléaire et son aspect très perforé par les pores nucléaires. On a donc regardé l'état de la chromatine de façon générale et son organisation dans le noyau. On va maintenant regarder cette chromatine avec un grossissement plus important, en zoomant à l'intérieur du noyau, et ceci à différents moments de l'interphase, début, milieu et fin. L'interphase peut être divisée en 3 étapes. La phase G1, suivie de la phase S, et enfin la phase G2. G signifiant gap ou latence, et S pour synthèse d'ADN. Lors de ces 3 phases, la chromatine a une activité qui évolue. Lors des phases G1 et G2, l'ADN des nucléofilaments peut s'exprimer, c'est-à-dire être transcrit, s'il est dans le nucléole ou s'il est dans le chromatine. L'ADN, à cet endroit, est organisé sous forme de nucléofilaments et est accessible aux différents facteurs de transcription, aux facteurs de régulation de la transcription et à l'ARN polymérase qui sert à fabriquer l'ARN prémessager. Par contre, si l'ADN se trouve dans l'hétérochromatine, là, il y a une structure un peu plus dense, structure en solénoïde,
et l'ADN ici ne s'exprime pas. Vous légenderez ces électronographies. Pour cela, vous mettrez en pause la vidéo. Une fois que vous aurez fini de légender, vous pourrez reprendre la vidéo pour voir la correction. Ces deux électronographies sont déjà en partie interprétées grâce à leur titre. En A, on repère une structure native de 30 nanomètres, c'est la structure en solénoïde. C'est celle observable dans l'hétérochromatine. Vous pouvez déterminer, même si ce n'était pas indiqué, le diamètre 30 nanomètres grâce à l'échelle graphique donnée en bas de cette photo, voilà, avec un trait ici de 50 nanomètres qui nous montre bien là que on est un peu moins de 50 nanomètres. En B, on lui a fait subir cette chromatine un traitement qui la décondense et la fait passer à une forme moins compacte, la forme en collier de perles. C'est donc le nucléofilament composé d'ADN, le fil central, qui s'enroule autour d'octamères d'histone à certains endroits pour former les perles appelées scientifiquement nucléosomes. On retrouve sur cette photo différents nucléofilaments qui s'enchevêtrent, toujours avec les légendes d'ADN et de nucléosomes. Pareillement pour celle-ci, mais avec un grossissement un peu plus important. Sur cette dernière photo de chromatine en phase G, on observe des structures appelées structures en sapin de Noël, avec un élément pouvant faire penser à la forme conique de l'ensemble d'un sapin et des différentes branches latérales, et son tronc à la base. Ici, ces sapins sont très nombreux, ce qui laisse suggérer que la photo a été prise dans le nucléole. Chaque sapin contient en son centre un fil qui correspond à la molécule d'ADN. De part et d'autre de cet ADN sont présents des filaments qui correspondent à de l'ARN, c'est-à-dire au transcrit primaire. Ici, ce transcrit primaire est un ARN de type R, car on se situe dans le nucléole. Si on n'avait qu'un seul sapin de Noël, on serait dans une zone quelconque de l'euchromatine et on mettrait alors pour le transcrit primaire le type d'ARN prémessager, le terme d'ARN prémessager. La zone qui va d'une extrémité d'un cône à une autre correspond à une unité de transcription. Dans l'unité de transcription surlignée ici, les ARN ont des tailles décroissantes de la gauche vers la droite. Donc les ARN qui viennent de se former, les jeunes ARN, sont ceux de droite, puis progressivement ils s'allongent au fur et à mesure du déplacement des ARN polymérases vers la gauche. On peut donc dire ici que le sens de transcription est de droite à gauche. Les mécanismes et contrôles de la transcription seront abordés dans des cours de génétique. Voici l'aspect de la chromatine en phase S. Là encore, vous légenderez les photos avant de poursuivre la vidéo pour la correction.
On se trouve en présence de nucléofilaments avec leur aspect typique de collier de perles contenant ADN et nucléosomes. Mais on repère en plus des zones plus ou moins ovales correspondant à des yeux de réplication. Chaque œil de réplication est délimité par 2 fourches de réplication. Plusieurs yeux de réplication se succèdent le long d'un même nucléofilament. On a donc bien affaire ici à des phénomènes de réplication chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, les molécules d'ADN étant très longues, plusieurs yeux de réplication se succèdent le long d'une même molécule. Alors que chez les prokaryotes, un seul œil de réplication s'ouvre sur le chromosome bactérien. Sur le schéma ultra simplifié, en haut à droite, est rappelé le principe général de la réplication qui est qualifié de semi-conservative, car de chaque côté de l'œil est présent un brin parental et un brin qui se fabrique, un brin néoformé. Les fourches de réplication se propagent le long de l'ADN et finissent par se rejoindre. À la fin de la phase S, chaque molécule d'ADN contient un brin parental et un brin néoformé. Le processus moléculaire de cette réplication est détaillé dans le cours Reproduction bactérienne dans le cas de la réplication des prokaryotes. Chez les eucaryotes, le mécanisme est assez similaire, mais les protéines impliquées, dont les enzymes, sont spécifiques eucaryotes. Également, une autre différence, c'est que chez les eucaryotes, au niveau de la fourche de réplication, les nucléosomes qui sont présents transitoirement se désagrègent pour permettre la réplication et très vite ils vont se reformer au niveau du double brin avec ADN néoformé et ADN parental.